Hello, everyone. Welcome to the Data Availability and Transparency, the Challenge and Bonjour Opportunities in à Partnership with tous, soyez les ECHO SFDA bienvenus session. à We're notre very glad to have you séance join us sur today. la disponibilité des données, la transparence, We would like to les start défis by et les thanking our opportunités sponsors, avec JP le Morgan, partenariat de Credit Suisse, FESTA. Nous and voulons commencer Moody's par ESG remercier Solutions, nos Luxembourg, sponsors Green JP Morgan, Exchange, Crédit Suisse, Citi, Pingen, Wilson Moody's, Way, Citi, BNP Luxembourg, Paribas, Crédit BNP IHS Paribas, Markit, Alliance Marquis, Bernstein, FDSA FST Africa, Africa, Inter-American EIDB, Development Bank, ICMA, ICMA, Mexico, GBTAP, Mizuho, Astut, IFC, and National Environmental Institute. Finance, Caixin, Our IPE conference would be et les possible without your Kanchiganeo. support. Merci beaucoup. Before we Notre start, conférence just a ne few serait pas important possible reminders. sans l'appui de nos Please use the sponsors. Q&A box to Avant ask que your nous ne questions. commencions, Thoughts, comments, and any s'il other vous plaît, feelings about the conference utilisez can be le addressed chat via the pour chat poser vos box where we questions have our pour team les ready to questions assist et you. réponses, Live vos interpretation is commentaires ou available in réflexions Portuguese, Spanish, qui peuvent Mandarin, donc and French. être The headphone envoyés icon on your par le screen will lead chat. you to the options. Et nous avons All sessions are l'interprétation being vers recorded le and will be available chinois, to le view on portugais, demand on tomorrow. l'espagnol, le français. Make use of the very Et exciting alors, feature that nous avons Swapart toutes les offers. options, toutes les Test drive séances sont enregistrées et vous seront rendues disponibles tantôt. Utilisez, s'il vous plaît, ces outils pour vous aurez des informations ici que vous pouvez voir sur la liste et vous verrez donc ces enregistrements fantastiques pour ceux qui sont venus il y a peu. Vous avez la cabine virtuelle. Tous les commentaires sont bienvenus. Je voudrais maintenant présenter nos Thanks so much, intervenants. and thanks to the Je entire vous Climate présente Launch Chéri team qui va for introduire such a nos robust intervenants. schedule Merci today. beaucoup We're à running toute over, but l'équipe hopefully we'll be able to qui pack est questions in. My qui name's a Sherry une Aguirre. I'm the programmation Chief si Industry and robuste. Je sais Government que je Affairs suis Officer un at peu en Colton, retard, mais but j'espère que nous really pourrons importantly, I'm avoir very, very proud notre to be the chair présentation. Je suis Sherry of Madère, je the Future of suis Sustainable Data directrice Alliance d'industrie and et Fawzi, very d'affaires appreciative of gouvernementales dans working closely with the Climate Launch LSG. Initiative on this session. Et nous Among the travaillons initiatives we have avec been working with our FOSDEC, partners qui since est une inception, alliance de and données. Nous continue to travaillons support the également initiative avec through today CBPI, being a qui a perfect été un example. donneur Of partenaire course, depuis I've le got début. fantastic Et speakers on my bien panel sûr, that are j'ai incredible powerhouses in their fields. I'd des like to just intervenants welcome them fantastiques qui and sont kick us présents right in. ici et Daniel Clear, à President of qui Bureau je veux donner la Massachusetts. bienvenue. Nous allons Nadia commencer Humphrey, directement. Sustainable Finance at Nous Bloomberg. avons le Luke Jacob président de Haber-Sperot, Daniel Executive Clear. Director, Moody's affiliate of the Moody's Nous ESG. avons également Richard Ludovic Adamson, Autrep, President qui est of Global directeur de Sustainable Moody's Finance CSC, at Nadia Goldman Humphreys, qui Sachs. est directeur de So if we could Bloomberg, et roll Richard the Mattison, funky qui est président de Global titles to Sustainable one and Global side Trust. and really get to the Alors, point si here, nous what we're pouvons all looking for is trying to montrer les find some ways présentations et to answer the questions parvenir à around notre data, titre, ce around que nous cherchons transparency, ici. around Nous how cherchons des availability façons and de usage of data répondre aux can actually questions par propel rapport the à financial la services transparence industry et forward disponibilité in des terms of données et making comment a sustainable cette future. A lot utilisation of et what we've been speaking disponibilité about des in données this peut conference aider is à the cette bond market, transition de but l'économie also et de looking at the l'industrie market as vers a une whole, économie looking at the durable. Beaucoup de entire choses que nous ecosystem. avons vues dans cette conférence And as a est liée au technology marché product, des I knew obligations. Nous some of avons le you. marché comme un It tout. Nous avons was analysé in le January système et 2019 l'écosystème ici. in Et comme je person, vous l'ai live and in dit, person, when we could do that on-site nous stuff. avons fondé notre entreprise en And 2019. interesting story, it was in 2020, C'était January 2020. I've been encore en speaking about direct, à 2021 présentiel, quand nous right-off, but if pouvions we voir were done in cela. Pardon, January, we c'était could get en all together. janvier. Et j'ai It was oublié at que Davos with that 2020 that we created a coalition of the a, willing. And the purpose of that a was été to une think année qui about a what would existé en corporate fait. data On oublie need of ça the un peu. industry in order to Et build channel finance first, nous avons sustainably pensé for quels the sont future. les besoins de It's données addressing pour le hard issues futur pour for pouvoir the canaliser les practitioners in the finances marketplace, d'une asset façon managers, durable banks, vers le financial futur ecosystem, but also the et regulatory community, who comment have faire weighed cela. in very Et heavily on nous avons les on this systèmes subject and financiers understanding how it et is la that data communauté is needed régulatoire to track, qui ont measure, and to beaucoup maintain travaillé the dans ce momentum sens that has pour already mieux been started. comprendre quelles sont les Since données then, we dont nous published a aurons number of besoin pour reports. pouvoir Luke faire le outlined one of them traçage last year. des And données. Nous importantly, avons we déjà created publié a un grand data nombre de council in rapports. Le dernier February était of en this décembre year, l'année something we're dernière. very Nous avons proud of, également something that we créé un have conseil de and données on my en panel is the février de chair of the cette data année. C'est council. une chose dont nous sommes très And this fiers. came Nous together avons with Richard the Myers, likes qui est le of président Moody's, justement Bloomberg, de ce Refinitiv, conseil des données S&P, Arabesque, et qui all a une looking at réunion how exactly we avec can les collaborate on personnes understanding de how it is Infinity that the C. market for Et nous data is voyons des moving. Where are façons the gaps? Where are the par holes? lesquelles nous Where are the pouvons issues? collaborer But pour que also le where do the marché betas really se dirige vers ces données,
ces obligations, où sont les lacunes, où sont les données et comment intéresser le marché, ce qui peut être amélioré et ce qu'il faut faire pour sensibiliser les gens de la meilleure façon possible. Alors, en 2020, l'Alliance des données, disponibilité des données de FASDAC à 4 niveaux de travail. En premier lieu, il y a des objectifs pour les données, comment identifier cela pour que nous ayons vraiment des données qui soient faciles de voir, l'analyse des données pour le futur et des opportunités de surmonter et le développement des talents, la disponibilité des talents et la formation pour pouvoir utiliser les données d'une façon plus efficace. Nous avons 4 sources de travail et j'avoue que pour que cela, je vais vous demander que vous entriez sur le site Internet pour me comprendre et je peux commencer avec quelques questions, mais s'il vous plaît, vous pouvez commencer à envoyer vos propres questions ici sur le chat et je les regarderai pendant la présentation au lieu de les laisser pour la fin. Alors, vous pouvez commencer à envoyer vos questions sur le chat et je voudrais commencer avec vous. Herbert, je sais que vous faites partie de notre conseil et moi, c'est très important quand nous parlons aux régulateurs de savoir comment combler les lacunes et comment combler les problèmes justement par rapport aux données. Quelles sont vos conclusions par rapport à cela? Vous avez revu où nous avons justement ces lacunes et ces manques et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans ce sens? Merci beaucoup, Sherry, pour cette présentation et je vais essayer de raffiner un peu ce que nous voulons dire quand nous parlons justement qu'il y a des trous et des lacunes dans les données. En fait, ce sont où il y a des cadres de reporting qui existent, où il y a un reporting, mais nous voyons qu'il y a des inconsistances ou que les données ne sont pas correctement placées. Il y a déjà un cadre, mais il manque de données. Nous parlons également de trous dans les données qui sont au-delà des lacunes, des gaps. Et là, c'est cette idée que la société essaie de traiter, où on n'a pas encore créé un cadre exhaustif pour ces données, et donc il n'y a pas toujours des données disponibles. Alors, les professionnels d'adéquation des données ont essayé de voir ce qu'il manque, où il y a donc ces trous et ces lacunes. Et nous faut identifier cela avant d'essayer de trouver justement ces données. Et il nous faut donc identifier où il y a des données de ESG pour les données et où il y a des agrégés de données. Et ça a commencé à augmenter depuis l'année dernière. On a déjà une plus grande maturité de la diffusion dans les entreprises avec des cadres plus robustes également de reporting. Ceci dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons identifié beaucoup de trous et de lacunes de données et je peux vous donner une vision préalable de cela. Nous allons parler par exemple des consommation d'énergie, par exemple, de gaz à effet de serre, ce qui peut être surprenant pour le public parce que nous en parlons déjà depuis très longtemps, mais les données continuent d'être inconsistantes et parfois manquantes sur ces sujets. Et en allant plus de là, nous parlons également sur le paiement des exécutifs, les bénéfices pour les employés, le bien-être des employés. Et tout cela sont liés aux domaines sociaux. Et quoi qu'il y a beaucoup de données et qu'on ait des cadres pour cela, les données ne sont pas encore peuplées de façon adéquate dans ces cadres. Et nous avons également identifié des lacunes qui sont reliées à la diffusion économie et plus particulier la fragmentation par revenu qui est une partie très importante des réglementations. En plus de ces lacunes de données, nous avons également parlé des trous dans les données qui sont un miroir justement de données que la société essaye de traiter. Et je ne serais pas surprise si je dis que ces points qui surgissent dans la discussion sont liés à la nature, à la biodiversité et également à la chaîne d'approvisionnement. Une fois que nous allons au-delà de cette liste non exhaustive de lacunes et de trous, il y a d'autres conclusions. La première étant
et que j'ai déjà dit dans mon introduction, c'est que les membres du Conseil des données sont d'accord que nous avons identifié beaucoup plus de lacunes que de trop de données, mais que cela représente toujours des améliorations des pratiques de diffusion et nous reconnaissons que si nous avions organisé cela il y a des décennies, nous aurions déjà un meilleur équilibre dans le sens des lacunes et des trous. Et bien sûr que c'est lié de toute façon à des définitions de ces sujets qui n'étaient pas bien définis avant. Et alors maintenant, on finit d'identifier ces trous et ces manques. Mais c'est intéressant de dire également qu'il y a des différences entre les différents domaines. Quand nous parlons des agrégateurs de données, nous parlons de 3 domaines, l'environnement, le social et la gouvernance. L'environnemental et la gouvernance ont plus de maturité pour ce qui a trait à l'existence et la disponibilité, parce qu'il y a déjà des cadres et des pratiques des entreprises. Nous observons encore des lacunes par rapport aux diffusion de données sociales, ce qui est vu dans notre conclusion de le rapport. Alors, nous commençons sur ce point et nous allons vraiment prendre contact avec toutes les parties prenantes et nous avons déjà identifié 3 principales leçons sur ce point. La première leçon, évidemment, il n'est plus temps pour le développement de cadres spécifiques aux régions ou à certains points spécifiques. Il est important vraiment d'avoir une formalisation et une fusion des cadres pour le reporting, ce qui sera un bénéfice énorme pour l'industrie qui pourra avoir des pratiques de reporting standardisées sur les données principales qui sont attendues par le marché. La seconde leçon, c'est que malgré les lacunes et les trous dans les données, tous n'ont pas de la même importance pour les agrégateurs de données et pour les résultats de ESG qui vont influer sur le marché. Il nous faut donc encourager les participants du marché de centraliser leur attention sur les données les plus importantes pour créer un cercle vertueux qui va augmenter la qualité des données ESG qui sont données au marché. Et finalement, les membres du conseil de données font le suivi des données, des trous et des lacunes qui sont extrêmement importantes pour établir un dialogue riche avec les régulateurs et le marché. Alors, nous contemplons également les opportunités de continuer cette analyse avec vous et avec les parties prenantes. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. Je pense que c'était vraiment une vision panoramique très ample. Et je pense que le public est d'accord que les trous et les lacunes, leur identification est extrêmement importante et l'aspect favorable, c'est que vraiment nous commençons à fermer un peu ces trous et ces lacunes et il nous faut focaliser justement sur cet aspect d'uniformisation. Les gens parlent beaucoup que les données sont un nouvel objectif et dans mon opinion, les données sont les briques construisent la base et il nous faut nous assurer que ces briques sont bien définies pour avoir des finances solides, une base solide sur laquelle construire et justement endiguer notre désir de travailler le capital vers une société plus verte. Comme président, justement, vous contemplez justement non seulement ce qui se passe maintenant et les engagements qui sont pris maintenant pour l'évaluation d'une façon régulière des données, mais nous venons à la COP26. C'est un point important et nous voyons que les données doivent être améliorées après le rencontre de novembre. Oui, bien sûr, si on passe à la COP26, je pense à quelques sujets très importants qui sont à l'avant-garde. Alors, comme partie justement de la partie de Glasgow, vous verrez beaucoup d'institutions financières avec 73 trillions d'investissements et vous verrez toutes ces institutions qui auront un besoin croissant d'informations de meilleure qualité, de données de meilleure qualité sur les émissions, un reporting meilleur sur ces émissions de données si elles vont justement pouvoir satisfaire leurs objectifs. Et beaucoup de trous et de lacunes dans les données s'insèrent justement dans ce sujet. Et sans résoudre ces problèmes, nous ne pourrons pas justement financer ces ambitions, ce qui peut paraître un peu
disons, arrogant, mais c'est une situation compliquée parce que 90% des émissions de la plupart des entreprises font partie des suites d'approvisionnement, pardon, et de bien-être et c'est lié à cette partie. Et il nous faut donc avoir un meilleur contrôle de ces données. Alors, nous avons beaucoup de manque de données, des impacts des émissions des entreprises. Alors, comment pouvons-nous attendre que les investisseurs aient des émissions zéro s'ils n'ont pas de rapport justement sur les émissions des entreprises dans lesquelles ils veulent investir? Alors, quelques-uns de ces domaines doivent être traités, résolus d'une façon consistante et dans des cadres régulatoires, justement. Il nous faut voir comment créer des normes de comptabilité dans le contexte des réglementations de reporting. Il nous faut voir, disons, le panorama d'une façon plus générale quand nous parlons de reporting. L'autre sujet principal est l'intersection entre le climat et la nature. Nous allons en parler dans une autre séance, mais c'est un domaine très important. Il nous faut avoir une compréhension plus poussée des intersections entre ces engagements de zéro émission et l'intersection avec les engagements par rapport au climat et la nature, parce que nous pouvons avoir deux doubles succès sur ce point. Nous pouvons gagner par rapport à la nature et aux émissions. Si nous centralisons tous nos efforts sur la décarbonisation et la réduction des énergies, ça ne va pas permettre d'obtenir nos objectifs de nature. Et alors, il nous faut vraiment nous assurer que nous avons de bonnes informations qui sont dirigées vers les marchés et les risques envers la nature. Et c'est un important sujet à examiner, surtout par rapport à la réduction des carbone et les émissions zéro. Alors, plusieurs sujets qu'il nous faut saisir justement dans le sujet des émissions et l'émission sur la nature de notre point de vue. Merci beaucoup, Richard. Et il nous faut vraiment penser vers le futur. Nadia, je peux voir justement l'aspect Bloomberg. Merci. Nous avons les données. Comment est-ce que c'est utilisé dans les marchés? J'ai beaucoup aimé votre opinion, mais ce qui est plus important comme expert dans ce sujet, vous faites partie de la taxonomie européenne. Alors, taxomanie qui est maintenant dans l'Union européenne, qui atteint la Chine, le Canada, nous avons déjà la Malaisie et Singapour qui parlent de taxonomie également, et cela continue de couvrir d'autres endroits. Et alors, je voudrais savoir, après vos commentaires justement sur les trous et les lacunes, si vous pouvez nous parler sur la taxonomie liée aux données et comment nous pouvons nous assurer que ça va être bien utilisé n'importe d'où vienne la taxonomie. Merci beaucoup, Sherry. Et pour faire écho à ce qui a été soulevé avant, souvent comme intervenant, nous oublions que tout le monde ne comprend pas exactement ce dont nous parlons quand nous parlons justement des données ESG, et même quand nous avons des rapports ESG qui sont bons, souvent c'est difficile de faire une comparaison des données entre les entreprises, les émissions, ce que cela signifie. Alors, nous devons expliquer ce que nous voyons dans ces rapports maintenant, aujourd'hui. Et je dirais qu'en ce moment, ce que nous voyons, c'est qu'il y a déconnecté pour ce qui a trait au contenu. Alors, quand on nous donne les déclarations financières, les bilans et les rapports, nous pouvons voir cela dans les directives de durabilité et nous pouvons voir les directives, comme vous avez déjà mentionné, les taxonomies qui mentionnent cela. Nous voyons qu'il y a une déconnexion, une manque de capacité de comparaison. Parfois même pour trouver justement les noms et les localisations des rapports de ESG. Parfois on trouve les rapports de durabilité au niveau des relations publiques où on va souligner un ou deux aspects où elles sont plus fortes, et parfois elles vont être silencieuses sur certains de ces trous.
de ces lacunes et nous pouvons voir que parfois les entreprises ne vont pas faire des rapports sur toutes leurs opérations au niveau mondial et les grandes entreprises peuvent changer également leur procédure de collecte de données et de rapport ESG, ce qui rend vraiment compliqué de faire la comparaison des données et de chercher les données et de bien comprendre ce qui se passe. Et quand vous me parlez de taxonomie, je voudrais donner un exemple. Je vais vous donner donc un exemple. Qu'est-ce que je dois savoir pour l'atténuation d'une entreprise de plastique? Quelle est la proportion de plastique renouvelable qu'ils utilisent pour la production de plastique? Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est qu'il y a beaucoup de rapports au niveau de la disponibilité, au niveau de la capacité, où sera la société dans 5, dans 10 ans, beaucoup de rapports qui disent que le pourcentage des renouvelables du plastique et que le fabricant dit que non. C'est mon client final qui me dit ce qui doit se produire dans cet aspect renouvelable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans le processus qu'ils utilisent ces procédures chimiques. Cela est très important quand je les évalue. Et vous seriez donc étonné de voir la proportion d'entreprises qui vous donnent cela. Mais ce sont des points de données que les entreprises auraient disponibles, mais qui ne sont pas très clairs par rapport à ce que vous avez besoin de rapporter. Pour répondre à votre question, nous avons beaucoup de taxonomies qui sont élaborées et j'ai la chance de travailler sur une plateforme de la Commission européenne et je travaille un pôle à Singapour et au Royaume-Uni, et être dans ce groupe où nous avons peut-être des variations locales avec des seuils, des limites, et si on voit par exemple le chiffre d'affaires, l'atténuation du changement climatique, vous toutes et tous devez voir les tonnes de carbone par tonne de produits et aussi des juridictions locales. Vous voulez trouver des limites un peu différentes, mais un fournisseur de données, si le rapport est cohérent avec les tonnes de carbone par rapport aux tonnes de production, on peut appliquer cela pour répondre aux critères de marché. Mais le principe de ces applications pratiques sont des choses que nous devons inciter les personnes à faire. Ce n'est pas défendre une taxonomie unique et centrale, parce que cela doit avoir un effet sur le marché local. Je vous passe donc la parole. Merci beaucoup, Nadia. Je pense que ça a beaucoup de sens ce que vous dites, de pouvoir utiliser ce genre d'informations dans la mesure où nous poursuivons, nous allons de l'avant. Cela fait partie de notre travail. Je vais poser des questions un peu générales, sans aucun doute. Il y a d'autres questions qui ont été posées au niveau de la taxonomie par le public. Daniel, je voudrais savoir de votre part, nous avons beaucoup parlé de la diffusion de différents ensembles de données du marché. Le fait de diffuser les données, c'est une façon d'analyser les impacts. Comment assurez-vous que la qualité des données publiques sera efficace, que ce ne sont pas tout simplement des estimations? Sherry, merci beaucoup. Et merci aussi à Climate Bonds Initiative pour une réunion aussi intéressante. Ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, cela relié à des problèmes des données du passé. Comme nous analysons les données financières d'une entreprise, nous voulons comprendre ce que fait cette entreprise et dans quelle situation elle se trouve.
Cela inclut également les émissions de portée 3, la chaîne d'approvisionnement, les plastiques. Ce n'est qu'une partie de la réponse parce que beaucoup de nos clients, de nos investisseurs des marchés de capitaux du monde entier veulent utiliser ces informations pour des allocations futures de capitaux. Et il y a des différences. Nous avons des groupes d'investisseurs qui veulent utiliser des informations futures parce qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver des entreprises meilleures et ils estiment que les sociétés qui ont meilleure performance du CES et aussi nous avons une situation où tous ont pris des engagements publics de carbone zéro. Donc, les investisseurs veulent savoir ils investissent dans les bonnes entreprises. Donc, il faut être sûr que nous avons ces données et que ces données sont correctes. Autrement dit, nous avons des données, nous voulons avoir des projections fiables également. Et nous ne parlons pas tout simplement de deviner ou de faire des estimations. Nous parlons de données réelles. Et quand je parle d'informations au sujet de l'avenir, ce ne sont pas seulement des estimations, c'est une combinaison de plusieurs choses, d'informations sur les médias sociaux, ce qui fait quoi, avec qui, et un intérêt beaucoup plus important de nous concentrer davantage sur les activités de l'entreprise elle-même, sur la base d'informations de satellites et d'autres informations pour savoir ce que font en effet les entreprises, changer leur ligne de production et de changer leur manière de production. Il s'agit d'un modèle qui fait partie de la modélisation. Quand on parle de modélisation, ce ne sont pas seulement des estimations, cela porte sur la diffusion des activités. Si on parle des émissions, les émissions reliées aux températures, il ne s'agit pas simplement d'une estimation. C'est ce que font les entreprises, l'historique de ce qu'ont fait ces entreprises jusqu'à l'heure actuelle. Cette voie vers le carbone zéro, si elles ont pris l'engagement, si elles diffusent des rapports, tout cela ensemble nous donne la base pour pouvoir comprendre le futur. Je pense qu'un des domaines les plus importants pour nous est sans aucun doute de combler toutes les informations qui manquent. Et une autre tâche importante est d'aider les investisseurs publics, les think tanks à réaliser ces projections parce que nous sommes tous sûrs qu'à Glasgow cette année, beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes, d'organisations présentes vont prendre des engagements. Le 1er janvier 2022, beaucoup de personnes ne vont plus se rappeler de ces engagements qui ont été pris à Glasgow en novembre. Les gens vont savoir comment je peux faire cela, comment je peux y arriver. Ces données publiques sont très importantes pour nous tous et nous devons abandonner cette idée de penser tout simplement à des estimations. Les estimations sont utilisées pour projeter le bénéfice d'une entreprise, mais pas sa posture par rapport au climat. Oui, je suis d'accord, Daniel. Je pense qu'il s'agit d'un secteur dans lequel nous rejetons des considérations plus claires, les investisseurs et les gouvernements également. Cela à voir avec chaque émetteur et aussi chaque entreprise. Je pense que c'est un point important. J'ai une question posée par le public. Je vais être assez concise. Je vais passer donc cette question à Ludovic parce que je pense que savoir ce que vous avez dit avant. On ne parle pas de cadre particulier ou de requis particulier d'un secteur spécifique. Vous pensez que les impacts de différents secteurs seraient les mêmes? Non, sans aucun doute, non, pas du tout. Ce que nous avons identifié, l'établissement d'un cadre global de rapport est important, mais le cadre de diffusion financière ou d'activité de durabilité doit tenir compte
des différences entre chaque secteur, entre chaque situation géographique. Et cela va fonctionner pour des entreprises du monde entier. Il est important aussi de reconnaître que dans le cadre de notre organisation, nous avons des historiques différents, des expériences différentes. Nous n'avons pas tous le même avis et nous ne reconnaissons pas tous ou ne défendons pas tous une standardisation totale du marché. Ce n'est pas une standardisation des rapports, mais des pratiques de diffusion. Oui, ça a beaucoup de sens. Nadia, vous voudrez nous dire quelque chose à cet égard, peut-être? Oui, Sherry. Oui, je voudrais ajouter que juste mentionner la question de la taxonomie. Je suis d'accord que nous avons besoin de ce concept de matérialité, notamment en ce qui concerne le type d'activité qu'on mène, mais qu'on développe. Mais pour moi, c'est le principe du besoin d'une taxonomie. Certaines activités peuvent être sujettes à un objectif spécifique environnemental d'une certaine région, d'une industrie, l'atténuation, la réduction de l'empreinte de carbone. Et ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est que être performant, c'est être un peu mieux que les pairs. Mais du point de vue objectif, les régulateurs doivent penser à ce qui est nécessaire et ce qu'il faut vraiment faire pour que l'on puisse définir ce qui est bon pour un fabricant de plastique, d'automobile, ce qui est bon, ce qui est acceptable. Donc, il est important de considérer ces données de l'activité et aussi dans le contexte environnemental particulier que nous recherchons. Merci beaucoup, Richard. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, faire un commentaire? Oui, très rapidement. Il est important de penser qu'on se rappelle ce que veulent les investisseurs, les gouvernements, les fonds de sécurité sociale. Ils veulent une comparabilité entre entreprises du même secteur et aussi entre des différents secteurs. Cette comparabilité entre les différents secteurs pour comprendre le cadre mondial et décider où investir, mais aussi on recherche une comparabilité dans chacun des secteurs pour définir exactement dans quelle entreprise investir. Je ne sais pas si cela donne une réponse finale. Ce n'est pas une question d'une chose ou d'une autre. Lorsque nous analysons un secteur particulier, la question du zéro liquide est importante parce que nous savons que les voies sont différentes pour des différents secteurs. Donc cet élément de chaque secteur est important pour l'avenir. Et sans aucun doute, nous avons besoin des deux. Et nous avons aussi besoin de règles générales qui fonctionnent, qui marchent pour tous les indicateurs, pour tous les secteurs, et aussi d'autres indicateurs qui soient spécifiques pour chaque situation, pour chaque secteur. Et nous avons encore beaucoup à faire dans ce sens, et j'estime que c'est le point de départ pour beaucoup de choses que nous avons à faire. Encore. Merci beaucoup, Richard. Comme nous le reconnaissons toutes et tous, tout cela se produit. C'est pour cela que nous sommes ensemble ici avec un groupe assez élargi et pas tout simplement par rapport aux organisations, les partenaires, les institutions financières, les gouvernements, que chacune de ces organisations ait son propre réseau de contacts. L'idée est de travailler ensemble pour pouvoir définir la meilleure voie à prendre. Je voudrais parler rapidement au sujet de la comparabilité. Je pense que cela concerne un petit peu la dernière question. Comment nous pensez à durabilité dans notre portefeuille du point de vue financier et aussi chercher des impacts environnementaux dans différents secteurs, des différentes géographies, dans différentes contrées du monde, et comment les investisseurs mondiaux peuvent comparer les choses. Il est important. Nous avons beaucoup parlé de ces
de ces choses, des choses qui doivent être plus amples et comparables. C'est un autre C, les plusieurs C. Le fait de ne pas parvenir à cela, ça pourrait être un défaut du marché, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, ou il s'agit de quelque chose que nous faisons, mais que nous n'y sommes pas arrivés encore. Bien, merci, Sherry. Chez Moody's, sans aucun doute, nous reconnaissons que nous y travaillons. Il s'agit d'un travail qui est en cours. Cependant, nous reconnaissons le besoin d'une standardisation, mais je pense à ce que le public qui nous assiste, je voudrais inviter les personnes à écrire sur un petit morceau de papier quels sont les principaux indicateurs pour mesurer la durabilité d'une entreprise. Je suis tout à fait sûr qu'il y aurait une forte convergence d'avis. Si nous cherchons ces indicateurs de performance financière, les réponses seraient très pareilles. Mais si on demande au même groupe de personnes, au même public, de signaler des indicateurs ou de sélectionner des indicateurs de durabilité, il y aurait une variation énorme selon l'endroit où sont les personnes. Les résultats varient beaucoup d'une personne à une autre, d'une région à une autre. Mais pour l'avenir, nous sommes sûrs qu'en tant que secteur, nous devons travailler en proximité en étroite collaboration avec les collaborateurs pour définir des standards qui puissent être appliqués dans un milieu de plus en plus ample. Cela signifie également soutenir tout type d'initiative, mais cela ne signifie pas que nous allons standardiser toutes les méthodes, car ces méthodes couvrent une amplitude assez large au niveau du marché. Merci beaucoup, Ludovic. Daniel, qu'en pensez-vous à cet égard? Je pense que je suis d'accord avec ce que vient de nous dire Ludovic. Si on fait un parallèle avec les marchés financiers, nous avons un rating de crédit, une notation. C'est un classement très objectif. On investit, on veut avoir son argent de retour. On veut qu'on rende notre argent. Et beaucoup de personnes voient cela comme un indicateur, le GES, pour recevoir, qu'on leur rende leur investissement. Et d'autres voient dans cela quelque chose de différent. Et la façon de recevoir est différente d'une personne à l'autre. Dans notre cas, je vous signale que ce classement utilise 450 métriques différentes. Elles peuvent être très différentes entre elles. Donc, mettre tout dans un domaine qui est si complexe, quand on parle d'environnement, nous parlons de diversité, nous parlons d'aspect social, comment nous traitons nos clients, nous parlons d'inclusion, et aussi quand nous parlons de gouvernance, il y a trois domaines environnemental, gouvernance, qui sont très amples et on ne peut pas mettre tout cela dans un seul indicateur. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs sont intéressés, surtout les plus engagés, se rendent compte que si l'on veut utiliser ces informations, nous devons élargir un peu les études. Mais ceci dit, et nous voyons une certaine convergence parce que nous avons deux raisons pour lesquelles ce manque de cohésion existe. Tout ce que je viens de dire, nous interprétons les choses différentes et nous soulignons des choses différentes. Nous avons beaucoup de lacunes de données. Et plus il y a ces lacunes de données, plus d'informations sont nécessaires. Et beaucoup d'entreprises comblent ces lacunes et au fur et à mesure que cela se produit, nous allons avoir un cadre plus consistant au niveau de l'entreprise. Merci beaucoup, Daniel. J'ai une autre question posée par le public qui s'adapte très bien ici à cette situation. Voici la question. Nous utilisons des moyens financiers comme source d'information. Comment est-ce que nous pouvons faire confiance
et comment nous comparons cela avec des informations des ONG, des gouvernements. Je voudrais aussi vous donner mon avis, mais je vais passer à Richard. L'objectif est d'évaluer l'empreinte mondiale des données qui sont disponibles. Cela n'inclut pas tout simplement les entreprises, mais les ONG, les investisseurs, certains acteurs de niche particuliers. Et nous avons aussi fait des commentaires au sujet des données spécifiques de régions géographiques spécifiques. J'ai une bonne occasion aussi de vous dire que plus nous élargissons cela, mieux ce sera, tenir compte sous ces aspects, ce sera mieux. Et il est important d'inclure dans un groupe assez ample dans ce débat. Lorsque nous avons commencé à analyser cette perspective mondiale de ce qui est disponible ou pas, on a besoin de plus de granularité, où nous devons approfondir davantage les recherches. J'estime que ce serait ma perspective à moi. J'aimerais donc passer cette question à Richard pour savoir ce qu'il pense. Que nous avons beaucoup de données disponibles, on n'arrive pas à filtrer ces données. Oui, je pense qu'en principe, nous devons faire confiance à ce que dit l'entreprise en tant que source d'information. Et la seule façon d'obtenir plus d'informations, outre celles qui sont dans les rapports, c'est par la propre entreprise. Mais la situation est assez différente à l'heure actuelle. Et en tant qu'entreprise de données, nous avons plusieurs outils pour obtenir plus que ce que publient les entreprises. Et normalement, nous validons les informations qui ont été diffusées par l'entreprise. Dans certains cas, nous parvenons à publier un ensemble de données au sujet de ce qui viendra dans le futur. Parfois, les entreprises ne sont pas très intéressées. Cela se fonde aussi sur les actifs des entreprises. Nous devons donc évaluer à quel point les expériences tiennent compte des actifs des entreprises que les entreprises achètent en ce moment. Cela peut être fait avec les régulateurs aussi. Et on peut aussi générer des informations qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Si nous faisons un chevauchement des risques et en tenant compte de l'augmentation des ouragans, des incendies, des inondations et des sécheresses, et comment cela peut avoir un impact sur les différents scénarios climatiques, cela peut être fait pour un actif particulier dans le domaine de ESG ou d'investissement de ESG. Cela est essentiel. Ce type d'analyse spatiale peut être très important, va devenir très important pour une analyse plus approfondie pour des régions spécifiques et de façon plus élargie pour l'avenir. En tant qu'entreprise de données, nous utilisons tous les outils auxquels nous pouvons avoir accès afin d'évaluer l'activité des émetteurs, outre les informations des rapports annuels de ces mêmes émetteurs. Et nous voulons analyser comment les sociétés comment nous pouvons générer des informations et aussi où nous ne pouvons pas générer ces informations, mais où il est possible d'obtenir des informations de tiers. On a déjà mentionné et c'est sur ma liste, la biodiversité, des solutions qui se basent sur la nature. Cela a une forte montée en puissance et c'est important dans le programme de plusieurs pays. En France, l'Union européenne, on parle de plus en plus de cela et aussi dans le cadre du G7, un appel a été fait à cet égard. Cette Force Task a été lancée pour la diffusion financière.
Et j'espère que l'impact de ce force tax ait une forte croissance. Nadia, je voudrais vous demander, nous avons parlé de données géospatiales, de données spécifiques, d'actifs spécifiques sur la base de la localisation. Nadia, je voudrais savoir de votre part, que pensez-vous au sujet de futur des exigences de données dans la mesure où nous élargissons notre portail d'investisseurs? Merci, Sherry. Merci euh, d'avoir le temps de parler de ce sujet. Je suis très contente par rapport à la reconnaissance de l'importance de la biodiversité vis-à-vis de ce sujet. Nous avons vu dans les derniers temps des statistiques très alarmantes concernant les impacts du changement climatique. Ce qui se produit dans le monde au sujet de la biodiversité de la nature, nous préoccupons davantage des changements climatiques que la biodiversité. Qui n'a pas lu ce rapport annuel de 2021? Un des principaux risques pour l'humanité est la perte de la biodiversité avec la pandémie et les armes de destruction de masse. Et il est inévitable, et c'est également correct, de reprendre, de, de donner un rôle plus important à la biodiversité dans le monde du financement, dans le monde des finances. À vrai dire, il s'agit d'une activité complexe. Il est difficile d'évaluer la situation à partir de données fiables. Sur la base de réponses de Richard des investissements sociaux, combien en effet une entreprise déclare les dommages provoqués à la nature et à l'environnement dans ses rapports? Dans le cas des investisseurs, peut-être qu'ils ressentent cela, ou peut-être qu'ils n'arrivent pas à avoir affaire avec ce nombre de tant d'informations, mais lorsque nous analysons de façon détaillée tout cet ensemble de données, ce qui existe, à vrai dire, c'est possible, c'est factible de pouvoir générer des activités ou de penser à des activités structurées, et on doit penser à cela dans un contexte. Ainsi, je pense que c'est atteignable si les projets sont administrés gérés de façon correcte depuis la phase de planification. Et il est aussi important de nous poser la question pour chaque projet s'il faut faire une évaluation d'impact sur la nature au départ, et aussi de tenir compte des réglementations, des exigences de la législation au sujet de certaines activités, certains impacts. Nous Un terme qui est utilisé de plus en plus, les résultats positifs pour la nature. Il ne s'agit pas tout simplement de minimiser les dommages, mais plutôt de générer des résultats positifs pour la nature. Ce n'est pas quelque chose qui est très commun, disons, ordinaire, mais de plus en plus, on voit ça jusqu'en 2023. À l'horizon 2023, on peut faire beaucoup de choses pour établir cela, mais il est possible qu'on améliore cela. Et pour ceux qui s'intéressent au travail de ce groupe, ce workforce, task force, cette année, cette étude a été lancée. Il s'agit d'une étude qui suggère des exigences concernant la biodiversité pour différentes activités que les entreprises devraient tenir compte. Ça, c'est un aspect positif dans ce sens. Richard, did you want to add a few points on biodiversity before we sort of pivot over into another topic? There's so much to cover. Yeah, just briefly. So I think there's three challenges for the TNFD and for all of us, in fact. I think we need to understand what are we defining in terms of biodiversity, how are we measuring it, and then for whom are we measuring this?
La raison pour laquelle ces choses sont importantes, c'est comment nous pouvons définir la biodiversité sur cette perte d'espèces, la valeur des écosystèmes pour l'humanité, pour les affaires. Ce sont des choses différentes. La perte d'espèces, la destruction d'une espèce, l'extinction d'une espèce, il faut faire attention. Et la destruction dans une forêt tropicale, il y a toute la partie hydrique qui peut avoir un impact direct sur une entreprise de boissons, par exemple. Ce sont des choses différentes. La dépendance est quelque chose de différent et qu'on doit associer justement aux écosystèmes et aux services qu'ils nous donnent. Et sans les écosystèmes, les systèmes naturels, souvent, nous avons des systèmes faits par l'homme qui sont beaucoup plus chers. Alors, quand on élimine une forêt, après, si on fait une réglementation d'un système d'eau qui est fait par l'homme, c'est beaucoup plus cher et plus compliqué. Alors, il nous faut comprendre l'économie de la nature, des risques impliqués, ce qu'il nous faut faire dans ce sens. Et également, il nous faut avoir une meilleure compréhension des effets climatiques et des changements et mettre cela justement dans les rapports pour pouvoir justement faire une évaluation. Et pour qui faisons-nous toute cette évaluation et ces mesures? Quand nous regardons les différentes couches, les communautés locales, les entreprises, les investisseurs, tous ont des priorités d'information qui sont différentes. Alors, les différents fonds de pension. Alors, on ne peut pas demander que tout le monde examine les aspects de la même façon. Alors, il faut vraiment avoir une version de ces examens de la biodiversité d'une façon résumée qui soit importante pour chacun. Pour les entreprises, elles vont devoir voir, par exemple, les chaînes d'approvisionnement et chacun aura besoin des aspects détaillés dans un secteur spécifiquement. Alors, on va voir cela. Alors, bien sûr, je pense que les entreprises sont plus intéressées à aider dans ces défis et nous avons beaucoup à contribuer pour cela. Merci beaucoup. Je crois que c'est très certainement un sujet pour le futur et pour le futur proche également. Et ça va surgir en octobre. Nous aurons la Convention des Nations Unies sur la biodiversité et nous aurons également un COP en Chine et nous aurons plus de rapports plus solides l'année prochaine et nous aurons également des changements dans la façon d'agir et de la manière de penser la biodiversité, ce que ça signifie, de la mesurer, de la quantifier et ce qu'il faut faire. Et c'est un bon moment de parler de ça. Nous parlons souvent d'aller de bas en haut et nous devons voir comment nous servons le marché et les investisseurs et comment nous donnons les données. Mais le fait est que ce sujet de la finance durable commence de bas en haut et également des aspects de haut. Nous avons tout un cadre par rapport à l'établissement de cadres et nous avons les pays donc qui sont en train de voir cela du point de vue global. Et je pense que ma question est liée à cela. Et nous cherchons donc l'harmonisation dans les rapports justement pour pouvoir décider comment créons-nous un pas pour la rationalisation et l'harmonisation pour permettre aux investisseurs de rechercher ce qu'ils veulent investir, mais également d'autres personnes pour voir si on n'a pas des colochements, qu'on ne soit pas sûr justement que le prochain pas ne soit pas un pas inutile. C'est la question d'1 million de dollars et je pense que vous avez raison parce que si vous demandez aux investisseurs maintenant, vous avez deux réponses. Je n'ai pas assez d'informations, les compagnies ne donnent pas suffisamment d'informations. Et l'autre réponse est j'ai trop d'informations, très souvent inconsistantes parce que les cadres de taxonomie sont différents. Alors, je crois qu'il y a trois choses qui peuvent nous mener à un point de consensus. En premier lieu, les investisseurs ont
vraiment raison de demander la même information et les coalitions d'investisseurs qui se sont alignées derrière certains cadres et taxonomies et exigent des informations et plus de transparence des entreprises ont un pouvoir énorme qu'ils peuvent exercer de façon collective et donc vont changer les conduites plus rapidement que les cadres réglementaires. En second lieu, notre partie prenante importante sont les cadres. Nous pensons beaucoup que ce sont les gouvernements, mais si voyons ça, et d'autres, ce sont des cadres qui ont été développés et nous avons vu des progrès importants. Par exemple, ARSI et SAPS ont fait une fusion pour devenir un partie prenante plus important. Et plus on voit cela se consolider, plus ces cadres ont de pouvoir sur le marché pour créer des standards. Et on a également les agences régulatoires. Mais même dans ces agences régulatoires, vous avez au moins trois qui, vous avez ceux qui sont les parties les banques centrales qui veulent utiliser les informations de climat et de SG pour prévenir justement les ruptures au marché. Et il y a des percées fantastiques dans ce sens, surtout dans le système financier où les agences régulatoires se sont réunies pour joindre les scénarios, des cadres et les paramètres pour avoir un consensus pour voir comment les choses doivent faire. On délégué cela pour le développement à des banques centrales et ont maintenant plus de 50 pays dans la plupart des investisseurs. Les autres sont les agences de régulation de conduite qui peuvent ne pas donner au marché les informations correctes pour faire des choix. Et là, on a également les FCA qui sont en train de travailler de plus en plus ensemble et sont plus alignés pour s'assurer que leurs exigences soient faites en commun pour exiger de données qui soient comparables et consistantes. Et plus elles joignent les mains, plus on a de consensus dans ce point. Et je pense que l'aspect le plus important sont les principes de comptabilité et ce qui forment de base très forte. Et nous n'avons pas répondre à toutes les questions parce que toutes les questions qui sont posées sont trop, de toute façon, en premier lieu, mais veulent parvenir à quelques paramètres importants au centre des diffusions des rapports des entreprises et donc qui montrent les mêmes exigences de rapport. Et je pense qu'elles vont obtenir beaucoup d'effets dans ce sens. Alors, je pense que nous pouvons obtenir beaucoup des rapports de la IFRS Foundation. Merci beaucoup, Daniel. Et je pense que l'effet de grande d'espoir vient justement de cela et je pense que pendant les prochaines années, nous aurons vraiment beaucoup de clarté et de transparence qui va augmenter. Et Ludovic, de votre perspective, les réglementations, les agences de notation, où est-ce que ça va? Dans quel sens allons-nous? Comment cela affecte le marché et les affaires? Je comprends qu'il y a ces discussions en panel qui sont beaucoup plus intéressantes quand on a des discussions, mais je ne peux que faire écho à ce que l'on vient de dire. Et le fait est que les réglementations vont focaliser sur les pratiques de standardisation par rapport justement aux disséminations d'informations et auront un impact justement sur les agrégateurs de données et les informations passées au marché. Et comme on l'a dit dans nos discussions, nous reconnaissons qu'il y aura des différences entre quels agrégateurs de données peuvent donner au marché, mais une partie de ces différences peuvent être diminuées par l'accès aux données. Et dans ce sens, évidemment, la qualité du produit final ne peut que bénéficier de ces efforts joints. Nous avons donc appuyé ces initiatives et nous engager où que nous puissions justement pour aider à cela et nous espérons justement à aider cette diffusion parce qu'il y a une autre chose qui est liée aux industries qui peut être augmentée par une pratique de diffusion standardisée. C'est que dans le futur, la technologie peut vraiment résoudre les problèmes des besoins du marché
qui va aider à l'information et qui parfois peut aider justement. Et il y a beaucoup d'institutions pour avoir accès pour obtenir des informations. Demain, si nous avons des pratiques de divulgation, il nous faut justement nous appuyer sur la technologie pour capturer les données. Et nous aurons des spécialistes de désagrégation et d'analyse de données qui vont passer leur temps à analyser les données et non pas à les collecter. Et les données sont beaucoup plus importantes et ont plus de valeur quand on peut les analyser que quand on doit les recueillir surtout. Alors, nous voyons donc un grand impact dans la qualité des données qui seront diffusées et nous aurons plus de capacité des usagers finaux à analyser et voir les données qu'ils auront. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer aux questions du public. S'il y a beaucoup de régulateurs par ici, mais je vais parler ici des banques centrales. Et la question, quelles sont les raisons pour lesquelles les banques centrales ne travaillent pas davantage pour importer les risques environnementaux dans leurs risques? C'est une question qui demande beaucoup d'opinions par rapport à la rapidité de cette action et nous avons fait référence à cela plus tôt dans ce panel. Et nous parlions de vraiment le réseau NGFS qui contemple justement comment réunir les banques centrales. Et nous avons une réunion en mai. Il y a donc des recommandations qui ont été faites et je pense pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite et quelles peuvent être les barrières justement pour voir la mise en pratique de ces réglementations. Richard, je voudrais votre opinion par rapport à cela. Et vous avez déjà travaillé dans cette industrie depuis longtemps et vous interagissez avec beaucoup de banques centrales. Alors, quelle est votre opinion? Je dirais qu'il y a des défis dans ce sens et je dirais que les banques centrales peuvent ne pas agir assez rapidement, mais à mon sens, elles travaillent assez vite quand même et nous avons obtenu beaucoup de consensus depuis 2015 comme communauté financière sur les changements climatiques. Je pense que depuis lors, les banques centrales ont examiné les situations avec beaucoup de soin. Certains disent que ce n'est pas vraiment dans le devoir direct des banques centrales d'imposer des réglementations au secteur environnemental, mais elles analysent les risques. Si vous regardez les FGTS, il y a tout un groupe de banques centrales qui se sont réunies et très rapidement et beaucoup agissent et le font déjà depuis un certain temps. Alors, si vous voyez la Banque centrale chinoise, par exemple, ils ont déjà mis en pratique, mis en vigueur les standards pour le capital pour les banques en Chine. C'est beaucoup moins cher pour les banques maintenant pour les investisseurs de prêter, pour les banques de prêter de l'argent à des industries durables comme les éoliennes en Chine que des industries de capital. Alors, les banques centrales ont agi assez vite dans ce espace qui est très réglementé. C'est compliqué parce que quand on impose des réglementations, on a tendance à vouloir révertir cette situation. Alors, les réglementateurs doivent voir quelles sont les régulations qu'ils veulent imposer et doivent s'assurer que ces réglementations sont imposées à des entreprises d'une façon qui ne va pas affecter de façon injuste ou d'une façon biaisée certaines économies ou n'a pas d'effet injuste qui sortent de ces réglementations. En d'autres mots, ces réglementations exigent d'une analyse, une consultation et le processus peut paraître assez lent, mais en fait, c'est assez rapide et il y a beaucoup de réponses qui suivent cela et qu'il faut contempler dans ces réglementations. Mais je dirais qu'elles le font assez rapidement. 6 mois de zéro à avoir un standard climatique, c'est assez rapide à mon sens. Alors, je pense que les réglementateurs sont en train d'augmenter leur activité, leur action devient plus rapide. Bien sûr que nous avons besoin de plus, mais je dirais qu'il y a beaucoup de focus sur l'objectif zéro et il nous faut vraiment savoir ce que nous allons faire dans cette décennie. Nous avons besoin de plus d'informations sur les compagnies, sur comment elles
les entreprises vont agir, mais nous ne pouvons qu'attendre une certaine quantité, disons, de réglementation sans avoir des résultats qui soient préjudiciels et des erreurs. Alors, je pense que nous avons déjà pas mal de résultats. Et si nous examinons les taxonomies européennes et d'autres réglementations, je dirais qu'elles ont agi assez vite. Alors, je dirais que la réglementation va beaucoup plus vite que les gens ne pensent. Et si nous avons besoin d'actions dans l'économie qui soit plus rapide, bien sûr que nous en avons besoin. Merci beaucoup. Je vais passer à Daniel, mais je voudrais également répondre aux questions. Merci beaucoup au public pour envoyer ces questions et allez-y, envoyez vos questions sur le chat. Je veux remercier également nos intervenants pour répondre à ces questions si rapidement. Et je voudrais soulever ce point. Si les réglementateurs et les banques centrales sont en train d'examiner les risques et nous avons un flux de travail qui voit ce qui se passe justement avec les banques centrales dans le point de vue de la planification, ce qui est intéressant, c'est que nous disons souvent qu'il y a un milieu qui manque. Autrement dit, c'est qu'on n'a pas suffisamment de compréhension des risques dans une période à moyen terme. Nous parlons juste de 2050 et c'est des décennies de planification et d'extrapolation. Alors, parfois, c'est assez très bien fait parce qu'on a des décennies de données qu'on peut vers l'avant. Mais le fait est que nous avons besoin, c'est de matériel, disons, à moyen terme. Les longues décennies par rapport aux petits mois, les quelques mois. Et parfois, c'est un peu inconfortable pour les banques pour l'étude des risques. Et alors, donc, les risques environnementaux et les risques de climat soulèvent des risques pour les processus d'analyse de risque. Ça commence à changer, mais avec quelle rapidité est-ce que ça peut changer pour qu'on ait des actions justement des banques centrales et des agences de réglementation pour que nous ayons déjà des résultats à moyen terme? À quel point est-ce qu'on peut avoir des bonnes projections? Alors, pour Daniel, pour ce qui a trait à la production, je sais que vous avez une vision des banques centrales qui est importante dans ce que nous pouvons voir sous votre point de vue. Je ne veux pas focaliser trop sur cela. Je pense que les agences de régulation et les banques centrales sont en train de travailler à une bonne vitesse. Nous n'avons pas besoin d'agences de réglementation pour nous dire ce qui est brun, ce qui est vert. Elles ont déjà fait un travail fantastique et nous avons déjà des banques centrales qui ont créé ces réglementations qui doivent être insérées dans ces différentes procédures. Et nous avons déjà les diffusions de part des organisations. Il nous faut penser également à l'analyse des crédits quotidiens. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu la charte et la déclaration du bloc de l'Angleterre qui établit qu'il y a des exigences pour les banques, cela nous ouvre les yeux parce que cela nous montre ce qu'il faut faire, ce qui nous permet de distinguer, d'identifier ce qui est vert, ce qui est brun. Ce n'est pas si difficile, mais nous avons vraiment de grands impacts devant nous et nous faisons encore les premiers tests en France, en Hollande, pour nous obtenir des informations et des insights sur cette expérience. Nous avons une autre question sur SFDR. Nadia, je vous regarde ici. La question est si SFDR, si on pouvait lier cela au ESG pour les titres dans le monde, est-ce que ce serait pesant pour les petites parties prenantes, pour les players qui sont plus petits? Je crois que c'est une question très importante. En fait, la réglementation de la diffusion
des finances durables est très intéressante parce que cette réglementation a un rôle. Elle crée une classification des produits financiers où l'on fait soit la promotion, où on cherche un objectif de financement durable. Et c'est intéressant de voir cela parce que la définition n'est pas très descriptive. Alors, le marché a eu des problèmes pour identifier où investir. Alors, si par exemple on cherche à voir si on est dans le vert foncé ou le vert clair, il faut chercher à identifier. Pour ceux qui ne connaissent pas tellement les indicateurs, c'est difficile. Nous avons des indicateurs inversés qui, si les investissements ont toute politique de biodiversité, nous parlons là d'ensemble de données qui ont des mesures de très haut niveau. Et je pense que c'est une chose dont nous avons beaucoup parlé au début et j'aime beaucoup la vision de Daniel. C'est la force des agences de réglementation et par rapport à une critique que j'ai contre une situation où il n'y a pas une pratique de gestion qui soit significative. Mais peut-être que c'est une question qui est liée à la question qui est liée justement aux petites et moyennes entreprises. Et comment les petites et moyennes entreprises peuvent agir. Il nous faut demander quelque chose qui soit proportionnel à la taille des entreprises. Et nous avons tout un dialogue de la Commission par rapport à cela et nous sommes en train de courir pour pouvoir produire un standard de rapport qui cela commence en janvier de 2022, mais il y a déjà des périodes de révision jusqu'à 2024 avec la réglementation de la taxonomie. Donc, nous ne considérons pas cet impact des petites et moyennes entreprises ou l'équivalence pour les obligations souveraines. Alors, il faut voir comment nous faisons cette approche et ça doit être inclus dans cette période. Mais il y a également toute cette question du coût des transactions pour vraiment s'ajuster et être en conformité avec les réglementations. Si nous tous demandons la même chose, on aura des résultats. Si tous les investisseurs posent la même question, nous encourageons la production de données et cette transition de cette façon. Et nous verrons probablement plus de résultats et nous aurons des meilleurs résultats également. Je pense que c'est chance sur ce point. Nous avons des problèmes de données et les personnes peuvent avoir des informations confuses. Il faut chercher à donner plus de consistance et compléter les données que nous avons, ce qui résulte en coût pour les organisations parce qu'il y a des collectes bilatérales de données, parce qu'il faut justement compléter ces demandes pour les données. Et puisque nous sommes intéressés dans les SG, qui sont plus importants maintenant qu'avant, nous devons considérer quelles sont les données qui sont comprises justement pour voir qu'est-ce qui fait partie des informations pour les investissements. Nous voyons des ensembles de données qui vont commencer de surgir. J'aime beaucoup cette idée de voir avec plus de clarté où nous sommes, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour créer des tas de rapports. Je dois personnaliser pour cet investisseur ou pour cette agence de réglementation. Je pense que c'est plus important de vraiment harmoniser et d'avoir un rapport qui permette vraiment d'analyser les mesures. Pourquoi est-ce que je vais peser les choses d'une façon différente, c'est avoir des choses qui n'intéressent pas. Il faut avoir des mesures quand on veut pouvoir mesurer où on est en train d'aller du point de vue des données et qu'on puisse mesurer les choses. Et on a besoin d'autres outils comme TRTR qui sont ce qu'on essaie de mettre en pratique. Nous parvenons à la fin de notre séance après avoir eu cette référence de ce que la biodiversité était équivalente à des armes de destruction en masse. Il nous faut saisir cela et voir cela comme une opportunité
je vais envoyer une question rapide pour les intervenants et la question est une perspective des données. Quelle est la plus grande opportunité pour que le monde parvienne à atteindre ses objectifs de durabilité dans les prochains 12 mois? Nous avons beaucoup d'activités, beaucoup de changements dans les réglementations. Nous avons la COP26, beaucoup d'autres choses qui sont en train d'arriver. Alors, quelle est la perspective pour les données que nous avons? Pouvons-nous saisir cette opportunité pour faire des progrès dans cette mission pour une solution qui soit couronnée de succès? Et je suis un peu embarrassée de choisir quelqu'un, mais nous avons Daniel qui est plus près ici. Alors, Daniel, vous allez répondre à cette question et ensuite nous continuons. Et je mettrai cela dans une forme de métaphore. Qu'est-ce que nous donnons aux personnes en ce moment? Nous offrons plusieurs photographies, pour ainsi dire. Maintenant, les gens ne veulent pas des photos, ils veulent des films. Et pour moi, c'est la plus grande opportunité à saisir. Comment est-ce que nous joignons toutes ces données? Nous avons ces données fantastiques de ESG, les données de TI. Les personnes maintenant veulent voir toutes ces données. Elles veulent voir le film et non pas des images séparées. Nous n'avons pas besoin de plus d'informations. Il nous faut mettre ces informations ensemble, les organiser dans un format qui soit intéressant et riche. Richard, et vous? Je voudrais parler d'une question que vous avez soulevée, Sherry, sur le milieu manquant dans les données. Et je pense que beaucoup de personnes vont voir ces informations avec tous les engagements que nous avons pour les émissions zéro. Si nous avions une approche consistante d'étudier les données, je pense que nous aurions beaucoup de réponses pour les dommages. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est un peu différente par rapport au passé. Si nous faisons une analyse des marchés, avant nous avions des prévisions et personne ne donnerait de prévisions pour les affaires en 2050. Nous avons une grande différence. Maintenant, nous avons une prévision pour 2050 et nous avons des prévisions historiques, mais rien au milieu. Et je pense que cette question du milieu, du moyen terme, qui est important, est fondamentale pour que nous puissions prendre des décisions solides pour permettre justement d'aller avoir un changement climatique, un climat plus propre, et nous faisons des progrès dans ce sens, mais ce sera vraiment un grand challenge. Merci beaucoup. Merci Ludovic. La plus grande opportunité dans les prochaines, dans le futur proche. Je vais seulement continuer ce que Daniel vient de dire. Et de temps en temps, je saisis cette opportunité de voir les progrès que nous avons faits dans les dernières décennies. La plupart d'entre nous ici dans cette conférence, dû à notre parcours, avons parlé de ce sujet depuis des années. Et ces sujets maintenant sont devenus bien plus populaires. Avant, on en parlait et les gens étaient choqués. Et je pense que je suis d'accord avec la métaphore qui a été soulevée. Nous avons maintenant de grands participants, de grandes parties prenantes qui ajoutent à ces valeurs et nous avons une idée bien plus claire sur ce dont nous avons besoin et sur ce que nous devons faire pour faire notre travail de façon adéquate. Et nous avons maintenant l'appui des agences de réglementation et beaucoup d'opportunités devant nous pour les prochains mois pour que nous puissions accélérer notre vitesse de réponse dans l'industrie. Les marchés ont reconnu maintenant le besoin d'avoir des données ESG pour prendre leurs décisions. Nous savons déjà comment ça a été montré par ces données que quand nous faisons des analyses des lacunes et des trous, nous parvenons à la même conclusion que sont les mêmes lacunes et les mêmes trous que nous avons. Et il nous faut donc cette production. Nous pouvons voir là le progrès que l'industrie a fait ces dernières années. C'est le moment de capitaliser sur cela et parvenir à quelques progrès sur ce point. Et nous avons de nouveaux sujets émergents sur lesquels nous voulons focaliser. Je pense que cela a été très bon. La biodiversité, par exemple, dont nous avons parlé aujourd'hui et que nous pouvons identifier que d'une façon collective,
Merci beaucoup, Ludovic. Et maintenant, Nadia, est-ce que vous pouvez parler? Je vais maintenant acheter justement un ticket pour le film de Daniel. Il a tout à fait raison. Oui, nous devons partir vers l'exécution. Je ne vais pas parler, répéter ce qu'on a dit. Je vais parler à propos de quelques orientations pratiques pour les entreprises. Pour les entreprises, il faut encore voir quelles sont les orientations. Il faut s'assurer qu'on ait une bonne gouvernance. En deuxième lieu, il faut que l'on voit le contenu pour obtenir la valeur finale. Comment est-ce qu'on pense agir dans ce sens? Et il faut s'assurer que les contributions financières s'ajustent aux mesures et qu'on ait de bonnes mesures pour pouvoir voir le résultat. Et ça doit être l'objectif, voir le résultat. Et merci beaucoup, c'était fantastique. Merci beaucoup de votre contribution. Et je veux remercier tous mes orateurs et il est évident que nous devons continuer la discussion pour améliorer les données et célébrer les données que nous avons et les rendre transparents d'une façon continue, d'une façon internationale, transnationale, de façon à affecter l'industrie. FOSS fait déjà cela et nous avons un autre appel parce qu'il nous faut de l'aide, de l'appui des personnes. Sur notre site, vous avez plusieurs boutons sur lesquels vous pouvez cliquer. Nous avons besoin de plus de cerveaux, pas de donations, mais plutôt de cerveaux pour travailler sur cela. Alors, rappelez-vous de voir le film de Daniel, pas les photos séparées, et prenez le processus de Nadia. Et nous ne pouvons pas oublier le moyen terme. Il nous faut avoir les données de moyen terme. Et c'est ce que nous avons pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je remercie beaucoup CBI pour cette séance et pour cette opportunité d'être ici avec vous. Merci encore une fois.